Bonjour tout le monde et merci d'être présent à ce webinaire organisé par le groupe Honnête. J'ai choisi de parler cette année de la sécurité sanitaire des aliments. C'est en effet un sujet d'actualité. On a pu voir quelques scandales qui sont ressortis et liés directement à à cette problématique. J'ai donc choisi de rentrer directement dans ce sujet et pour cela, je me suis fait épauler, aider par deux experts du sujet. Je pense à Mathieu Ventuy, qui va se présenter d'ailleurs, c'est le plus simple. Mathieu, Bonjour. si tu veux bien, vas-y, Oui, donc rapidement. Mathieu Mantuy, je suis responsable qualité et animateur sécurité sur un site Bigard à Agen depuis plus de 15 ans. Et je m'occupe de la partie hygiène, sécurité alimentaire, assurance qualité et j'ai aussi une casquette sur la sécurité du personnel. Merci Mathieu. Et pour aller sur un domaine un peu plus conventionnel et un peu moins lié à la production directement, Erwan Billet, qui va se présenter également. Bonjour à tous. Donc effectivement, Erwan Billet, je suis directeur et gérant de l'organisme IDIAC dans le métier de l'agroalimentaire et dans le nettoyage depuis plus de 30 ans, effectivement, et vice-président aussi de l'EHEDG France, qui est la fondation sur la conception hygiénique en agroalimentaire. Merci Erwan. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet, mais chacun va pouvoir participer à l'aide du chat qui est présent sur le côté. Chat que vous pouvez utiliser pour poser des questions ou faire des remarques. Et en fin de présentation, nous reviendrons sur les questions posées et chacun pourra apporter des éléments de réponse selon sa spécialité. Donc c'est parti. Une présentation rapide du groupe Honnête. C'est un groupe familial qui est marseillais et qui a été créé il y a un peu plus de 160 ans. Nous sommes le numéro un de secteur de la propreté au sens large du terme, avec une vocation pour le groupe d'être le référent dans les métiers spécifiques. C'est-à-dire que si vous pensez nettoyage agroalimentaire, nous souhaitons que les industriels aient le premier réflexe de penser à Honnête. Et d'ailleurs, nous sommes un des leaders du nettoyage des sites agroalimentaires. Et à ce titre, nous intervenons quotidiennement, de jour comme de nuit d'ailleurs, et directement au niveau des outils, du nettoyage des outils de production des sites agroalimentaires. Une petite remarque au passage avant de rentrer plus en détail dans les éléments de la présentation. Je voulais juste faire la petite différence et l'amalgame qu'on fait quelquefois avec la sécurité alimentaire. Donc la sécurité alimentaire, c'est en fait d'assurer un accès physique et économique aux denrées alimentaires. C'est donc de donner à manger à tout le monde. Et dans cette sécurité alimentaire, bien évidemment, la sûreté alimentaire ou la sécurité sanitaire des aliments a toute sa position, puisqu'elle nous permet d'assurer que les produits qui seront mangés, entre guillemets, seront des produits sains. Alors, la position du prestataire de nettoyage. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive sur un site? Notre équipe de nettoyage arrive et récupère le site dans l'état où il est en fin de production. C'est-à-dire qu'il est souvent très très souillé. Et notre objectif, c'est de le rendre à la fin de notre prestation de nettoyage enfin, de manière opérationnelle et très efficace, de le rendre très propre et sain surtout pour que la production suivante puisse sortir des aliments sans danger pour les consommateurs. Pour cela, nous avons des moyens à mettre en œuvre. Donc, nous avons des moyens humains. C'est pour ça que nous mettons à disposition une équipe d'agents de nettoyage qui sont là pour réaliser ces opérations très difficiles, fastidieuses, dans des conditions compliquées, mais qui sont essentielles dans la chaîne de la sécurité sanitaire pour la production sur un site industriel. Nous mettons en œuvre des moyens techniques. Nous amenons notre matériel de moyenne pression, de haute pression, de dispersion de mousse. Nous amenons les produits également. Et nous avons besoin de temps pour faire cette prestation. Souvent, le temps est compté parce que la production a ses contraintes. Elle se finit en fonction des commandes et elle doit reprendre au plus vite pour assurer les commandes à venir. Donc, le temps est quelquefois notre ennemi. Euh, Notre rôle, c'est d'apporter l'expertise que nous avons de ces métiers.
Nous réalisons du nettoyage agroalimentaire dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans le secteur de la viande, dans le secteur des légumes, dans le secteur sec de la panification et dans les secteurs des PAI, par exemple. Donc nous intervenons vraiment avec les techniques appropriées, l'expertise qu'il faut pour tout secteur d'activité. Et pour cela, nous amenons également de l'innovation. L'innovation qui peut être des nouvelles techniques comme la cryogénie, la désinfection ozone ou le nettoyage vapeur avec des nouvelles technologies. On parlera également, Erwan, je crois que nous parlera de d'autres technologies de désinfection, par exemple. Nous avons bien sûr le devoir de respecter la réglementation, ce qui est primordial. Et là encore, Erwan pourra nous donner quelques éléments de ce point très, très sensible. Un point essentiel, c'est que nous devons travailler en confiance avec les industriels. C'est-à-dire que nous devons échanger avec le service production, avec le service qualité et avec le service maintenance de manière quotidienne, de manière à ce qu'on puisse régler tous les soucis qu'il peut y avoir en termes d'efficacité et de qualité au niveau de la prestation. Travailler en confiance avec les industriels, c'est également le souci enfin le souci. Vous avez des référentiels utilisés sur vos sites, par exemple les IFS, les BRC, les FSCC de 22000, qui sont des éléments auxquels nous devons nous confronter et auxquels nous participons. Nous sommes sollicités pour répondre à ces IFS. Et pour cela, ben, pour répondre à tous ces éléments, ce que nous demandons, c'est que la production travaille le plus proprement possible. C'est-à-dire que à la fois, c'est intéressant pour l'industriel d'avoir un maximum de productivité, de perdre le maximum de sa production, mais c'est aussi important pour nous de récupérer un site qui sera le moins souillé possible, et de manière à ce qu'on puisse être le plus efficace possible dans le temps qui nous est imparti. Nous développons des protocoles de nettoyage, en accord bien sûr avec le site, puisqu'il peut y avoir des contraintes qui ne sont pas les nôtres, et les protocoles de nettoyage qui peuvent être du nettoyage en 5 phases, en 7 phases en cas de problématique, ou en 3 phases si on est un peu moins strict dans certains secteurs d'activité. Les modes opératoires, ils doivent être très clairs. Nous les rédigeons en collaboration avec les industriels, mais également avec les fabricants de machines. Et là encore, Erwan pourra nous expliquer un peu ce que c'est que la nettoyabilité des équipements. Et ces modes opératoires doivent être appliqués par nos agents. Là, on parle de bonnes pratiques hygiène. Et pour cela, nos agents de nettoyage qui sont sur les sites tous les jours sont formés. Ils sont formés aux techniques de nettoyage, à la sécurité chimique, par exemple. Et au-delà des agents de nettoyage qui font les opérations, chez Honnête, nous avons choisi de former tout l'encadrement des équipes de nettoyage à la food safety culture. Nous avons mis en place un partenariat avec l'Agropole d'Agen et nous avons des formations pour nos directeurs d'agence, nos responsables de secteur agroalimentaire, nos chefs de chantier et toutes les personnes qui sont en lien direct avec les chantiers agroalimentaires. Une formation qui est liée directement à vos contraintes en termes d'HACCP, en termes de référentiel et en termes de food safety culture, y compris le food défense. Le maître mot pour nous, c'est le contrôle. C'est la clé du succès. Et ça fait partie de la formation que nous avons pour nos encadrants. Le contrôle est obligatoire et doit se passer à tous les niveaux de la prestation de nettoyage, aussi bien à la fin du prélavage qu'à la fin du moussage, qu'à la fin de la désinfection, un contrôle qui peut être visuel et en fin de prestation qui peut être un contrôle microbiologique et bien évidemment un contrôle des eaux de rinçage. Notre ennemi, c'est bien évidemment le fameux biofilm dont on parle de plus en plus et qui est un élément particulier. C'est un biotope insidieux dans lequel se développe une forme de colonie sociale entre les différents types de micro-organismes qu'on peut rencontrer, bactéries, moisissures, virus. Donc c'est vraiment l'ennemi à éliminer qui se cache quelquefois. Et nous avons pour ça des techniques, des méthodes qui nous permettent de l'identifier. Je vais laisser la parole à Erwan qui va nous expliquer un peu la position d'un auditeur et d'un spécialiste de la conception hygiénique des outils de production.
Erwan, si tu veux bien. Merci Philippe. Alors tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Je vais d'abord présenter un petit peu notre structure. IDIAC est un organisme de conseil et de formation qui existe depuis 25 ans. Et notre activité, elle est basée sur trois points, trois niveaux. D'abord des diagnostics. On fait pas mal de diagnostics par rapport à des problématiques de nettoyage qu'on peut rencontrer sur sites de production en agroalimentaire. Donc souvent, les industriels nous appellent parce qu'il y a des problèmes de contamination ou parce qu'ils ont des problématiques de nettoyabilité. Et donc notre objectif, c'est d'analyser déjà toutes ces problématiques pour essayer de trouver des axes de progrès. Donc derrière, à partir du moment où on a analysé un plat problématique, on va accompagner dans le conseil et on accompagne à la fois les industriels en direct, mais aussi les prestataires comme le groupe Honnête sur l'optimisation, l'amélioration des procédures ou des techniques ou des problématiques de conception. Et puis derrière, bien sûr, nous sommes un organisme de formation et cet organisme va vous permettre aussi d'être formé, accompagné sur le terrain, à la fois sur les procédures de nettoyage et les techniques de nettoyage terrain, et puis bien sûr sur des problématiques particulières comme la conception hygiénique ou les nouvelles procédures ou les nouvelles techniques de nettoyage. Alors on intervient sur l'ensemble du territoire français et puis aussi en Belgique. C'est un développement qu'on a sur beaucoup de pays francophones, mais en particulier la Belgique. Et donc voilà un petit peu comment fonctionne notre organisme sur la France. Alors, un point important, c'est que ce soit l'organisme IDIAC ou le groupe Bigard ou le groupe Honnête, faisons tous les trois en fait partie en fait les trois groupes font partie en fait d'une fondation qui s'appelle le HEDG. Le HEDG qui est en fait à la base de la maîtrise de la conception hygiénique en Europe. Et cette fondation, elle est importante dans le webinaire qu'on a aujourd'hui parce qu'elle est là pour améliorer justement la conception des matériels de nettoyage, pardon, de production en agroalimentaire et donc faciliter sa nettoyabilité. Et donc tous les travaux de l'EHEDG vont nous permettre justement d'améliorer ces problématiques-là et on va en parler juste après la réglementation sur la conception hygiénique. Donc il faut savoir que l'EHEDG est à la base de la réglementation européenne et elle est présente, cette fondation, dans à peu près 55 pays au monde. Et la section régionale française est la deuxième en Europe sur cette fondation. Alors, on va passer sur la réglementation tout de suite. C'est vrai que la réglementation, elle est un peu particulière. Alors, d'abord parce on est sur une réglementation européenne. Donc, c'est une réglementation qui s'applique pour tous les pays de l'Union européenne, mais on va voir aussi qu'il y a des éléments qui vont être des réglementations liées à l'État français, spécifiques. C'est clair que la base de la réglementation, c'est bien sûr le paquet hygiène qui a été mis en place en janvier 2005, le 852-2004, avec la continuité 853-854. Cette réglementation paquet hygiène, on a déjà des éléments importants en termes de nettoyage et problématiques de conception hygiénique et nettoyabilité. Donc, il faut bien reprendre en fait cette réglementation parce qu'il y a pas mal de paragraphes qui parlent justement des problématiques de nettoyage dans cette réglementation. Un élément aussi important, c'est la directive machine. Et ça, beaucoup d'entreprises ne le connaissent pas, y compris des prestataires. C'est que la directive machine, qui est à 90% basée sur la sécurité des machines, sécurité des hommes, intègre une annexe qui est l'annexe 1.2.1, qui parle de conception hygiénique et de problématiques de nettoyabilité. Donc ça, c'est une directive qu'il ne faut pas oublier, justement, dans la maîtrise des plans sanitaires pour l'industriel ou le prestataire. Et puis, on est lié aussi à une directive qui est la directive, en tout cas la législation REACH, avec les directives biocides.
Donc la législation REACH qui est sur tout ce qui va être produits chimiques, alors pas simplement les produits chimiques dans les produits détergents ou les produits désinfectants, mais aussi les produits chimiques qui permettent de fabriquer les matériaux. Et c'est ce qui va nous amener justement à la problématique des PFAS dans les années, et en tout cas les mois et les années qui viennent. On commence à en parler de façon importante, hein. Problématique justement de ces polluants éternels qu'on appelle les PFAS, donc les perfluorés, et qui vont nous poser quelques soucis aussi en termes de nettoyage et nettoyabilité, puisque certains produits vont être retirés du marché, des élastomères, des plastiques, et qui actuellement sont très performants au niveau industriel et qui résistent aussi beaucoup aux produits de nettoyage et désinfection. On n'a pas automatiquement les solutions actuellement pour les remplacer, donc on ne sait pas trop effectivement l'évolution un petit peu de ces points-là. Et puis l'autre point important, ce sont les produits biocides, c'est-à-dire que les produits désinfectants en particulier, qui vont et qui sont de plus en plus limités en termes de molécules, ce qui amène aussi à réorganiser en fait les procédures de nettoyage et analyser réellement les impacts, hein, sur la maîtrise sanitaire qu'on va avoir, en sachant que nos produits alimentaires sont de plus en plus, je dirais, soft en termes d'additifs, et donc ils sont beaucoup plus fragiles qu'auparavant. Donc il faut qu'on ait des produits importants. Bien comprendre qu'en dehors de la réglementation, on a tout, bien sûr, tous les cahiers des charges de certification, IFS, BRCG, etc., l'ISO 22000, où on intègre aussi des points importants dans le cahier des charges de nettoyage et de contrôle de nettoyage, mais aussi de conception hygiénique, hein, et on va passer effectivement sur cette logique de conception hygiénique. Je vais intervenir tout de suite sur la conception hygiénique pour expliquer un petit peu l'impact sur le nettoyage. Donc, Philippe, si tu peux passer juste la slide d'après, voilà. Conception hygiénique, effectivement, c'est le début de la sécurité sanitaire. D'accord, début de sécurité sanitaire, tout simplement, et Philippe l'a bien expliqué tout à l'heure, la sécurité sanitaire, c'est pas la sécurité automatiquement alimentaire, mais la conception hygiénique va jouer sur les deux. La sécurité sanitaire, c'est en fait la maîtrise en fait du nettoyage pour permettre, hein, d'avoir des équipements qui sont propres et exempts de salissures et exempts de micro-organismes ou exempts d'allergènes. Eh bien, je peux nettoyer correctement que si le matériel est aussi bien conçu pour être nettoyé. C'est-à-dire que la problématique de nettoyabilité, elle est importante. Et donc, il faut d'abord qu'on puisse augmenter la nettoyabilité à travers une meilleure conception hygiénique. Donc ça, c'est un élément important. Et un matériel qu'on va nettoyer, il doit être aussi dans un environnement maîtrisé. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de conception hygiénique des ateliers de production, que ce soit les murs, les sols, les plafonds, tous ces éléments-là. Alors, on va passer sur l'autre slide. Et puis, bien sûr, la conception hygiénique du matériel de production en soi, hein, qui, lui, doit être aussi maîtrisé, géré, pour qu'on puisse éviter toutes les zones de rétention, tous les bras morts, l'accessibilité à l'ensemble du matériel, parce que un prestataire peut faire ce qu'il veut. Si à un moment donné, il n'a pas accès à l'ensemble du matériel, on n'arrivera pas à atteindre les objectifs que l'on souhaite au niveau micro-organisme ou allergène. On va passer sur la slide suivante. Alors, c'est clair que le nettoyage, il va être efficace qu'à partir du moment où le matériel de nettoyage est efficace et adapté. Et donc ça, c'est important aussi de travailler en partenariat entre prestataires et puis industriels sur un choix de matériel qui va être adapté au site, avec des pressions qui soient nécessaires, mais pas automatiquement plus importantes que ce qu'il faut, la maîtrise des débits d'eau, le type de buse, le type de satellite, hein, ou de canot à mousse qu'on va utiliser, et ça dans les zones humides. Mais on va avoir la même problématique dans les zones sèches au niveau des matériels, puisque les procédures vont être un tout petit peu différentes, et puis bien sûr le matériel va être différent. C'est par exemple les choix d'aspirateurs, hein, qui doivent être le choix qui doit être bien maîtrisé, hein, pour qu'on ait des aspirateurs qui soient efficaces en récupération de salissures, en évitant bien sûr les soufflettes, hein, puisque c'est ce qui va nous amener en fait des contaminations dans l'air, hein, de façon importante. Alors, on passe à... Voilà, donc la maîtrise des techniques de nettoyage et des désinfection, elle passe par plusieurs choses. Euh,
c'est bien sûr l'organisation et les méthodes de nettoyage. Donc, à partir du moment où je veux avoir une sécurité sanitaire, il va falloir que je maîtrise toute cette organisation dans l'espace et dans le temps, mais aussi la maîtrise technique, comment je vais travailler sur une machine, la façon dont je vais utiliser mes angles de buse pour avoir une meilleure efficacité, éviter de transférer des contaminants par des mouvements qui ne soient pas adaptés. Donc, ça amène quoi? Ça amène aussi à ce qu'on explique souvent, et on va le voir sur la slide suivante, c'est qu'effectivement, la nécessité de former son personnel. Donc, la maîtrise des techniques de nettoyage et de désinfection passe bien sûr par une maîtrise de la formation du personnel, à la fois en théorie, parce que c'est important de comprendre pourquoi on fait les choses, mais aussi en pratique sur le terrain. Et c'est le coaching de terrain qui est important, et c'est ce que l'on réalise régulièrement avec des prestataires comme le groupe Honnête, mais aussi certains industriels qui ont des équipes en interne. Donc c'est important de comprendre que je ne peux pas maîtriser la technique si je n'ai pas une formation correcte du personnel. Et donc, après, on a des techniques qui sont alternatives. Alors, Philippe, on a cité quelques-unes tout à l'heure. Par exemple, le nettoyage en cryogénie, c'est une évolution aussi du nettoyage, et ça nous permet de nettoyer des zones qui sont sans eau. Les vapeurs sèches aussi, c'est bien parce que ce sont des techniques qui peuvent être automatisées sur le matériel, et c'est bien de travailler sur l'automatisation du nettoyage, avec d'autres techniques comme nettoyage à l'ultrason, qui sont en train d'avancer un petit peu dans l'agroalimentaire, le nettoyage laser qui commence à arriver mais qui est un peu plus compliqué à mettre en œuvre, et puis des techniques de désinfection comme les lumières pulsées, désinfection UV ou désinfection à l'ozone. Voilà. Alors, on passe sur la slide suivante. Je pense que c'est fini. Oui. Voilà, tout à fait. Donc, j'ai fait le tour. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi, Erwan. Je pense que c'était effectivement important qu'on fasse ce point un peu réglementaire et l'aspect formation et nettoyabilité des équipements. C'est quand même un des gros piliers qui nous permettent d'assurer un nettoyage efficace et d'amener la sécurité sanitaire des outils de production derrière. Mathieu, là, on va rentrer dans le concret avec toi, puisque tu vas nous expliquer très clairement quelles sont les contraintes et comment on réagit sur un site de production agroalimentaire. Je te laisse donc la parole. Mathieu, tu nous entends? Pardon, j'avais coupé mon... Ah, on avait perdu Mathieu. Bon, voilà, il est revenu. Je vais juste vous faire une succincte présentation du groupe Bigard et du site d'Agen. Et ensuite, je vous exposerai les enjeux du nettoyage des infections pour nous, avant de vous détailler ce que l'on a mis en pratique avec la société Honnête pour répondre à ces enjeux. Donc, le groupe Bigard, c'est un groupe français organisé en filières autour de 3 grands métiers: les métiers de l'abattage, de la découpe et de l'élaboration de produits. Donc, de l'élaboration, par exemple, de steak haché que vous pouvez retrouver autour de 3 marques, Bigard, Charal ou Socopa. Il y a 58 établissements en France, dont une trentaine d'abattoirs, et le groupe emploie plus de 13 000 personnes. Sur le site d'Agen, donc implanté dans le sud-ouest, on est spécialisé dans la transformation de produits carnés ultra frais. Vous avez l'illustration en bas avec les différentes gammes de produits que l'on fabrique: du steak haché, des brochettes, de la saucisse, des produits farcis, avec une grosse saisonnalité, puisqu'on fonctionne beaucoup avec les barbecues et le beau temps comme en ce moment. On fabrique à peu près 5000 tonnes de produits à l'année et on emploie une centaine de personnes. Alors, je vais vous présenter les différents enjeux. Le premier enjeu, et le plus important, est la sécurité alimentaire. Il faut savoir que dans une usine, on a 3 sources principales de contamination d'un produit. Ça peut être par les intrants, une matière première contaminée, un ingrédient ou un emballage, par une dérive dans la maîtrise du process de fabrication, ou encore, si on a un mauvais nettoyage, et c'est cette partie-là qui va nous intéresser, une contamination de l'environnement de production qui va être transmise au produit. Donc, on va avoir en fait 2 types de contamination. Une contamination microbiologique. On va parler par exemple de germes présents qui peuvent être présents dans l'environnement, comme l'hystéria.
et on parlera de salubrité du produit. Mais on peut également avoir des contaminations physiques avec le possible transfert de résidus de produits nettoyage, de désinfectants, si les produits sont mal rincés en fin de prestation. À ces enjeux, donc on est vraiment au cœur de la santé du consommateur, on peut y inclure aussi, y associer les enjeux liés au retrait-rappel. Pour résumer ces enjeux, on peut prendre l'exemple des œufs Kinder en 2021, où 150 cas de salmonellose ont été détectés chez des enfants dans 9 pays de l'Union européenne, dont la France. Et Ferrero a lancé un rappel produit sur 5 mois de production, et les autorités sanitaires ont suspendu l'activité d'une usine en Belgique. Donc voilà, c'est vraiment ça a un impact, un enjeu important. Sans parler maintenant de salmonelle, certains germes en présence trop importante, comme les pseudomonas ou l'excès de flore, peuvent altérer la conservation des produits, sans rendre pour autant le consommateur malade, mais va générer une insatisfaction client, et un consommateur insatisfait, c'est un consommateur qui n'achète plus. Donc, on a des enjeux financiers qui peuvent être importants pour les entreprises, dus au rappel des produits, aux fermetures d'usines ou aux coûts juridiques qui peuvent compromettre la viabilité à terme de ces entreprises. Et enfin, on a les crises sanitaires ont des impacts profonds et durables qui vont impacter l'image de marque des entreprises. On peut citer par exemple Buitoni, qui a disparu un temps des étals. À ces enjeux, à ces grands enjeux, on peut y associer aussi des enjeux plus quotidiens dans la productivité de l'entreprise, c'est-à-dire que des manquements dans la prestation de nettoyage vont impacter le démarrage de production. Le personnel sera obligé de corriger ces manquements en renettoyant les ateliers. Donc, on va avoir une perte de productivité, un risque produit, car les personnes ne sont peu ou pas formées à ces opérations de nettoyage, désinfection. Et comme l'a souligné Erwan, la formation est vraiment primordiale. On a également la préservation de l'outil de production. Dans les process agroalimentaires, sont de plus en plus automatisés, avec des machines qui maintenant en général sont sensibles aux projections d'eau et aux produits chimiques. Il est donc important de définir entre le service maintenance et le nettoyage les meilleures pratiques à adopter pour la durabilité du matériel. Ces enjeux sont bien évidemment associés aussi à des enjeux sociétaux, avec la préservation des ressources en eau, en ayant une utilisation raisonnée, en contrôlant par exemple les débits d'eau, comme le disait Erwan, sur l'environnement en limitant la consommation de produits, avec des pompes doseuses par exemple, également en préservant le capital santé des salariés en utilisant des tenues adaptées, des EPI, et des équipements moins traumatiques comme les nettoyeurs haute pression, qui sont moins contraignants pour les poignets des salariés. Voilà. Face à ces grands enjeux, quelles sont les stratégies que nous avons déployées avec Honnête? Pour répondre à ça, je vais tout d'abord vous donner quelques chiffres sur les nettoyages et désinfections sur le site d'Agen. Donc, on a une surface à nettoyer de 5000 m², qui regroupe des ateliers, des frigos et des zones de réception et d'expédition. L'équipe d'Honnête est constituée de 3 personnes pour le nettoyage des ateliers, 4 en haute saison, et 1 à 3 personnes qui vont être affectées au nettoyage des contenants. Donc, ça va être des bacs dans lesquels on reçoit les matières premières ou des roulantes. On a également un chef d'équipe, Laurent, qui est semi-œuvrant, donc il va avoir une partie terrain, une partie contrôle et gestion de l'équipe, et un responsable de chantier, Fabio, qui va superviser cette équipe. Philippe parlait de partenariat et de relations importantes avec l'industriel. C'est vrai pour nous. On est en partenariat avec Honnête depuis plus de 15 ans.
ce qui nous amène à avoir une certaine stabilité dans l'équipe de nettoyage et dans le nettoyage au quotidien. Alors, je vais vous détailler maintenant les éléments qui, pour moi, sont incontournables pour garantir un bon nettoyage. On va tout d'abord avoir le choix des produits et la fréquence d'application. Sur le site d'Agen, on s'est orienté sur des produits alcalins chlorés et des désinfections à l'acide peracétique pour éviter les dépôts de tartre sur les machines et provoquer un choc de pH défavorable au développement bactérien. Le choix du matériel est également important. Nous avons fait le choix de matériel mobile qui peut être facilement déplacé, dupliqué ou remplacé. La nettoyabilité, comme l'avait souligné Erwan, c'est un point vraiment essentiel. Sur le matériel, on a identifié, nous, les points critiques et ça nous a poussé en fait à avoir des actions très concrètes sur le déport de coffrets électriques pour une meilleure accessibilité en partie basse des machines. Ça nous a permis également de faciliter l'accès à des parties hautes sur du matériel tel que des hachoirs. Et on a également systématisé le fait d'avoir des dessertes à côté des machines pour mettre les pièces lors du démontage, qu'elles soient nettoyées et remontées. Voilà, qui est vraiment des supports qui facilitent le nettoyage. Et enfin, ce qui est important, ça va être le dimensionnement de l'équipe pour répondre pour nos problématiques à des changements en fonction des saisons ou des activités que l'on peut avoir. Et donc, c'est le rôle de Fabio qui assure justement qui va assurer ce dimensionnement de l'équipe et qui va assurer également la bonne formation des opérateurs et la gestion de la polyvalence. Enfin, il est vraiment très important de bien identifier le rôle de chacun, surtout entre le personnel de production et le personnel de nettoyage pour clarifier le qui fait quoi, qui démonte, qui remonte et qui range. Ce qui va être un autre point qui va être clé, ça va être la constitution d'un plan de surveillance de l'outil de production. Donc, pas seulement une surveillance que l'on peut avoir sur la bactériologie, par exemple, des produits finis, mais sur le matériel. Donc, on a mis en place des contrôles visuels préopératoires réalisés par le personnel de production. Ces contrôles sont faits sur tablette. Les personnes vont contrôler la propreté visuelle et vont noter et faire des photos lorsque il y a des points à reprendre. Ces opérations sont complétées par un plan de contrôle bactériologique. On va contrôler, on va distinguer en fait un contrôle quotidien sur alors c'est un peu barbare, la FMA, donc ça va être l'ensemble des bactéries. On va contrôler l'absence de ces bactéries sur le matériel au quotidien et on va compléter ces contrôles par des contrôles qui vont être sous forme de campagne pour les entérobactéries, les salmonelles et les listeria. Tous ces contrôles vont nous permettre de monter un monitoring, c'est-à-dire un suivi. Donc vous avez un exemple en partie droite de la diapo, où on va suivre par atelier de fabrication, on va suivre le bon nettoyage et on verra visuellement toute dérive qui sera matérialisée dans des couleurs orange-rouge. Voilà. Voilà pour la partie un peu surveillance. Et pour moi, le dernier axe clé va être la communication que l'on va établir. La communication au quotidien avec le chef d'équipe.
Le point mensuel ou point de pilotage que l'on va avoir avec le responsable de secteur, de chantier, où on va faire un focus sur si jamais on a des récurrences de mauvais nettoyage, on va mettre en place des actions correctives comme du trempage de pièces, par exemple. Et enfin, on a un autre temps d'échange autour d'un audit trimestriel, qui est un audit des opérations de nettoyage, un audit terrain, et on observe en fait s'il n'y a pas de dérive dans les pratiques, et on va relever également des axes de progrès, que ce soit pour Honnête ou que ce soit pour nous dans le nettoyage. Voilà, après avoir porté notre attention sur le site Bigard, je vous propose de regarder plus globalement à l'échelle du groupe Bigard. Le nettoyage, ça représente 440 personnes, que ce soit en interne ou en prestataire, qui travaillent, qui sont sur ces activités. Plus de 175 000 analyses par an sur les surfaces et sur les germes pathogènes, comme Listeria ou Salmonelle. Plus de 60 000 contrôles préopérationnels avant la production, plus d'une centaine d'audits méthodologiques pour un indice qualité nettoyage moyen en 2024 de plus de 90%. En conclusion, on peut dire que le processus de nettoyage et désinfection est une étape clé qui est au service de la sécurité sanitaire des aliments. Elle s'inscrit dans la culture qualité globale du groupe Bigard et l'objectif est bien évidemment de maintenir un haut niveau d'exigence sur l'ensemble des établissements pour prévenir et maîtriser pleinement ces risques sanitaires. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci à toi, Mathieu. Je pense que c'était important et très intéressant d'avoir le point de vue d'un industriel, euh, surtout sur un produit sensible comme la viande hachée en particulier, qui est produite sur le site d'Agen. Très intéressant. Et on voit l'implication, l'imbrication qu'on peut avoir entre l'industriel lui-même, entre le matériel et l'environnement qu'on peut rencontrer, la nettoyabilité des équipements dont on parlait avec Erwan, et puis l'équipe de nettoyage qui doit être vraiment au top et formée et amener l'expertise nécessaire pour rendre l'outil de production sain et prêt à produire de nouveaux aliments pour les consommateurs. Merci à tous les deux. Je pense que c'était vraiment intéressant d'avoir les deux points de vue différents du mien, en l'occurrence. La parole est donnée maintenant aux personnes qui sont qui suivent le webinaire avec nous. Si vous avez des questions, euh, je vais arrêter le partage et puis on va pouvoir éventuellement répondre à ces questions. Donc, je vais voir avec mes collègues si on a eu des questions qui sont arrivées. Oui, il y a eu plusieurs questions. Nous sont parvenus. On va les prendre par ordre d'arrivée. C'est Cyril qui nous parle. Merci Oui, Cyril. bonjour à tous. Donc, deux premières questions posées par Séverine Wilson du magazine Service. Les industriels de l'agroalimentaire ont-ils des demandes plus importantes en termes de sobriété hydrique? Alors Et la deuxième Oui. question, Oui. existe-t-il des salles blanches dans l'industrie agroalimentaire et si oui, de quelle classe? Alors peut-être que sur la première partie, Mathieu, tu peux nous donner quelques éléments, peut-être au niveau du groupe ou peut-être même du site Oui, d'Agen sur les économies d'eau, entre guillemets. Et puis peut-être qu'Erwan, tu pourras plus nous prendre en charge la deuxième partie de la question. Et puis moi, j'interviendrai un peu sur la consommation d'eau. Très bien. Oui, effectivement, enfin, la consommation hydrique, c'est un enjeu très important sur lequel on travaille. On travaille sur les débits d'eau. On a un relevé de la consommation d'eau qui est réalisé avant chaque prestation. Et on a mis en place avec Honnête certaines automatisations sur des machines, sur des tapis, pour optimiser au maximum cette consommation d'eau. Ouais, merci. Alors effectivement, la consommation d'eau est un sujet. Il faut savoir que
un opérateur de nettoyage qui fait un nettoyage en 5 phases sur un site industriel en nettoyage humide, donc comme dans la viande, la consommation d'eau par personne et par jour se situe entre 8 à 10 mètres cubes. Donc c'est une consommation énorme. Sur certains sites, on consomme, la moitié de la consommation d'eau vient du nettoyage. Donc c'est effectivement un point sur lequel nous sommes très très attentifs. Nous utilisons bien sûr des techniques de nettoyage qui seront les moins consommatrices d'eau. Il y a des nouveaux produits qui arrivent sur le marché qui nous permettent de faciliter le décollement des matières et donc de faciliter leur élimination et d'utiliser moins d'eau pour cela. Il y a la formation de nos agents qui est hyper importante et la surveillance du matériel qu'ils utilisent, en particulier les buses qui sont mis au bout des lances et qui peuvent être quelquefois un peu agrandis et, et faciliter une consommation d'eau importante. Et puis, il existe des outils sur le marché, je pense en particulier à la société Westar, qui fournit un système qui permet de suivre en continu la consommation d'eau par poste, c'est-à-dire par agent avec un capteur de débit sur la descente d'eau qui nous permet de connaître le débit en temps réel, de même que la température de l'eau, ce qui nous permet de voir si la buse n'est pas trop grosse, si le gars a bien fermé sa vanne pendant qu'il part en pause, ou s'il y a une fuite quelque part. Donc effectivement, c'est un sujet très très important. Erwan, si tu veux parler un peu des salles blanches, peut-être? Oui, oui, oui. Alors, Si je peux. je rejoins exactement ce que vous avez dit sur la consommation d'eau, hein. Là-dessus, il y a aucun problème, bien au contraire. Et effectivement, il y a aussi la volonté de travailler sur la reuse, hein. Donc, c'est réutiliser aussi les eaux, que ce soit en production ou aussi en nettoyage, hein. Il faut aussi, et on travaille dessus pas mal sur l'industrie agroalimentaire. Alors, si je parle des salles blanches, eh bien, effectivement, en agroalimentaire, il y a des salles blanches, hein. On peut mettre en place des salles blanches. Et les salles blanches sont souvent des niveaux soit ISO 7, ISO 8, hein. Alors, c'est des salles blanches, voire des salles grises, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas complètement des salles blanches que l'on peut trouver en industrie pharmaceutique. Mais on a besoin des fois dans certaines fabrications ou de conditionnement d'avoir un environnement bien maîtrisé au niveau des particules aéroportées. Et donc on est vraiment dans une enceinte particulière. Donc c'est le cas par exemple dans la découpe de jambon, ça peut être le cas dans les produits secs, etc. Donc, et je pense que Bigard en a sur certaines activités, je pense, hein. Il doit y en avoir sur certains sites. Ok, donc il y a bien des salles blanches, effectivement, dans le tranchage des jambons Ouais, pour tout à les, fait. pour les barquettes qu'on a en LS dans nos grandes surfaces. Cyril, est-ce que tu as d'autres questions à nous proposer? Il y avait une autre question en fait en lien avec elle est arrivée entre-temps, donc on va la traiter parce qu'elle est en lien avec les économies d'eau. Ça concernait, connaissez-vous votre consommation d'eau pour le nettoyage? Alors bon, j'ai donné quelques éléments de réponse sur le nettoyage moyen dans le nettoyage humide en 5 phases. Donc on a entre 8 à 10 mètres cubes d'eau en moyenne par agent de nettoyage. Euh, c'est quelque chose qui est de plus en plus suivi par les industriels. Jusque-là, bon, jusqu'à il y a 2, 3 ans, c'était pas très, très problématique. Donc, on a de plus en plus de compteurs d'eau à notre disposition pour suivre la consommation d'eau sur un site. Euh, pour autant, on n'a encore pas un système abouti qui nous permette d'identifier toujours très clairement l'utilisation de l'eau pour le nettoyage et l'utilisation de l'eau pour la production. Mais Mathieu, je crois que tu as mis en place des éléments, hein. Oui, oui, oui. On est, pour avoir un ordre d'idée, on est entre 50, une consommation quotidienne entre 50 et 80 mètres cubes, en comptant toute la phase de nettoyage. Et vous avez Je, mis en je- place des je- compteurs? Oui, ouais. Ouais, je voulais simplement rajouter une chose. On parlait de la bien sûr. conception hygiénique tout à l'heure. C'est clair que l'optimisation de la conception hygiénique permet aussi de réduire la consommation d'eau. Parce qu'à partir du moment où un matériel est plus facilement nettoyable, on va mettre beaucoup moins de temps à le nettoyer et on va consommer beaucoup moins d'eau. Et donc ça, c'est aussi un impact, hein, sur la consommation d'eau. C'est maîtriser la conception de notre matériel Et l'environnement de travail, et donc l'environnement. Tout à fait. l'infrastructure des sites qui est quand même hyper importante et je pense en particulier aux évacuations d'eau qui sont quelquefois un peu compliquées à gérer.
Cyril? Oui, une autre question posée par Nathalie Guyot. Qu'en est-il des nettoyages et désinfections des petites surfaces? Des outils de découpe, matériels tels que thermomètres, couteaux, etc. Là, Erwan, tu as certainement des éléments de réponse. Ce petit matériel qu'on a à nettoyer et désinfecter, c'est du nettoyage qui est fait manuellement la plupart du temps, Oui. avec des produits, soit des produits traditionnels mais de nettoyage manuel, soit des produits type lingette, entre guillemets, qui font à la fois nettoyant et désinfectant. Je pense en particulier au thermomètre avec la contrainte qu'il ne faut pas oublier de rincer, en particulier ces thermomètres qui vont être replongés d'un aliment à un autre, et pour lesquels le produit utilisé dans la lingette n'est pas toujours un produit autorisé, Sans sans rinçage. rinçage. Voilà, Alors merci. effectivement, le petit matériel qui est nettoyé, alors je pense que Mathieu va confirmer ça aussi, c'est que souvent, c'est d'ailleurs le personnel de production qui nettoie ce petit matériel, pas automatiquement les prestataires. Quoique, ça peut arriver sur Ça certaines peut arriver, parties. oui, oui. Je pense aux gants de découpe, etc., aux couteaux. Et en fait, les techniques sont soit effectivement manuelles pour vraiment du petit matériel, mais on peut aussi nettoyer avec des canons à mousse et des centrales sur du matériel qui va être stocké sur des supports. Et ça arrive aussi souvent. Et on a aussi des nouvelles techniques qui permettent de nettoyer, par exemple, je pense les gants en maille, en côte de maille, c'est l'utilisation de l'ultrason, des bains d'ultrasons qui permettent de nettoyer aussi du petit matériel sans produits chimiques et qui sont très intéressants parce que, bien sûr, en automatique, et après, bien sûr, on désinfecte le matériel, mais le nettoyage peut pouvoir se faire aussi en bain de nettoyage. Et puis, ben, il y a aussi des machines à laver qui nous permettent aussi de nettoyer certains petits matériels. Oui, je pense en particulier pour compléter et illustrer ce que tu viens de dire, Erwan, c'est toutes les chaînes de crochets qu'on peut avoir dans les Hum. différentes industries de la viande ou de la volaille, tous ces crochets qui sont très très pénibles à nettoyer au jour le jour par les techniques habituelles, puisque c'est mobile et donc ça a tendance à beaucoup bouger. Donc il existe et de plus en plus souvent, il y en a chez Bigard, mais il y en a sur d'autres sites, des bains d'ultrasons en continu, c'est-à-dire que la chaîne est dérivée, plonge dans un bac à ultrasons et remonte de l'autre côté avec des crochets ou du matériel mobile qui est complètement traité, hors produits chimiques, bien évidemment. Voilà. Autre Donc, question. Ah, pardon. à moins que Mathieu, tu aies des éléments à ajouter sur le petit matériel? Non, non, mais je pense que vous On, avez on a tout dit dit? oui, oui, oui. Super, merci. Bon, on peut Cyril, passer à la question suivante alors, de vas-y. Francis Lamazanin. Quelle sanction risquerait un industriel qui ne réduirait pas ses consommations d'eau? Ouf. Là, personnellement, j'ai pas la réponse. Alors moi, je peux en donner quelques-unes. Oui. D'abord, ça dépend du contrat qu'il y a dans la gestion de l'eau et en particulier, c'est pas tellement la consommation d'eau, mais c'est plutôt les rejets des eaux. Donc on est souvent en fait pénalisé par rapport à la quantité, au volume de rejets qu'il y a dans les stations d'épuration en sachant que certaines entreprises agroalimentaires ont des stations internes, mais d'autres sont reliées aux stations communales. Et donc, dans ce cas-là, il y a un contrat qui est passé avec les communes. Et à partir du moment où vous dépassez un volume ou une contamination, un niveau de déchets dans les eaux, eh bien, vous allez avoir une pénalité financière. Donc ça, c'est un élément important. Et effectivement, l'État commence à réfléchir sur la pénalisation de la consommation d'eau, puisqu'on demande, on va demander une réduction de 10% de la consommation d'eau aux industriels. C'est ce qu'on a commencé à demander l'année dernière. La difficulté, c'est comment je peux réduire ma consommation d'eau alors que des fois, j'ai un minimum à utiliser. Donc c'est une demande de toute façon de l'État, cette consommation. Alors les pénalités, on les a pas encore complètement sur la consommation, mais on les a sur les rejets, ça c'est sûr. Alors effectivement, j'ai pas les détails très très précis, mais on sait que en période de sécheresse, par exemple, les préfectures, donc là c'est plutôt régional, hein, mais les préfectures donnent des directives aux industriels pour imposer une réduction de la consommation d'eau qui va de 10, 20, 30, 50%, voire même jusqu'à l'arrêt de certains sites, hein. Et dans ce cas-là, effectivement, le nettoyage étant un gros consommateur d'eau,
nous avons prévu des plans de nettoyage entre guillemets en dégradé, ce qui nous permettent par exemple d'espacer ou de limiter le nettoyage des zones à faible risque. Je pense par exemple aux quais de chargement ou de déchargement, qui sont des zones qui sont beaucoup moins sensibles. Donc là, on les nettoiera peut-être un peu moins souvent, de manière à limiter la consommation d'eau. Donc ça sera plutôt un mode dégradé, mais bien évidemment, sans mettre en péril le plan de maîtrise sanitaire qu'on peut avoir sur un site. Cyril? Oui, deux questions qui concernent les biofilms. Une de Yann Chevelu, elles se rejoignent, vous allez voir. Avez-vous des méthodes de détection de biofilms? Et la question de Frédéric Laurent, quid de l'intégration d'un nettoyage préventif biofilm dans le plan d'hygiène via la mise en œuvre de produits enzymatiques en NEP ou surface couverte? Erwan, tu veux donner quelques éléments et puis on échangera, Oui, ou bien Mathieu aussi sûr. d'ailleurs, ça tu as. Ouais. Alors, merci Yann, hein, parce qu'on se connaît avec Yann, donc c'est pour ça. Oui, Euh, aussi. donc, oui, oui. Alors, bien sûr qu'il y a des techniques de détection de biofilms. En fait, on a sur le marché 3 produits qui permettent de détecter les biofilms. Des produits, un produit qui est vendu par Realco et puis deux autres par Christens. Mais ce qui est important, c'est avant d'aller chercher les biofilms, c'est bien d'identifier la zone où il peut y avoir des biofilms. C'est-à-dire qu'analyser en fait la présence, parce que ces produits en fait qui sont des révélateurs, vous n'allez pas en mettre partout. Ce serait compliqué dans toute une usine. Donc j'ai besoin un peu de cibler en fait mes zones qui pourraient être susceptibles de permettre aux micro-organismes de créer leurs biofilms. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on peut utiliser des révélateurs de biofilms. Donc il y en a actuellement 3 sur le marché qui fonctionnent plus ou moins bien, hein. Ils ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques. Hein. Donc ça, c'est ça. Et puis au niveau du traitement préventif des biofilms, bien sûr qu'on peut mettre en place des procédures de traitement enzymatique, hein, qui permettent d'éliminer ces biofilms, euh, que ce soit des surfaces ouvertes ou circuits fermés. Mais à partir du moment où je suis obligé de le refaire régulièrement, parce que régulièrement j'ai des contaminations, c'est que j'ai une problématique soit de conception, soit de procédure. Donc ça veut dire que ça, c'est une solution, je dirais, de dépannage qui nous permet de maîtriser un petit peu les choses. Mais si je suis obligé de le faire tout le temps, c'est que j'ai quand même une problématique quand même à analyser. Hein, peut-être qu'il y a des zones de rétention qui sont pas accessibles et qui nous amènent toujours cette contamination permanente. Alors, très, 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 très important ce que tu viens de dire, Erwan, parce que on voit là que, à la fois pour déterminer la source ou l'emplacement géographique de ce biofilm et éventuellement la récurrence de son apparition, il y a un gros travail à faire, mais en partenariat entre l'industriel Et le et les prestataire. personnes qui font et le prestataire qui Ouais, fait le tout à fait. nettoyage. Ouais. Pas prestataire ou équipe de nettoyage Ou d'ailleurs, hein, équipe de nettoyage interne. Ouais, tout à oui, fait. et service qualité. C'est effectivement primordial d'identifier géographiquement l'endroit où on va trouver cette contamination. Ça, c'est Mm. primordial. Donc, effectivement, les révélateurs qu'on peut avoir, soit c'est par coloration qu'on peut voir ce biofilm, soit par formation de mousse, dégagement de gaz, hein, par des catalases. Donc, on peut avoir effectivement des idées de présence de ce biofilm. Oui. Et puis les traitements enzymatiques, alors effectivement, sur certains sites qui sont à risque, et entre guillemets, en prenant la mesure ceinture et bretelle, certains industriels préfèrent qu'on mette en place, à titre préventif, une fois par semaine, un nettoyage enzymatique. C'est rassurant, mais comme le disait fort justement Erwan, il faudrait savoir pourquoi on fait ça, quoi. C'est surtout ça. Mettre un Tout à pansement fait. sur une jambe de bois, c'est pas toujours la meilleure solution. Donc, mais Mm. il faut vraiment identifier Ouais. la cause. Ouais. Je voudrais insister Mathieu? sur, oui, sur un point, sur notamment le démontage de carter, la fréquence de démontage de carter pour en fait éviter les zones d'ombre que l'on peut avoir à terme. Je parlais tout à l'heure des parties basses de machine où on a forcément des contaminations qui peuvent être plus importantes. Donc ça, c'est vraiment un travail à faire avec les services maintenance et avec le nettoyage.
Absolument, c'est des zones qu'on ne nettoie pas tous les jours parce que, comme tu dis, c'est cartérisé et c'est fermé et c'est sensible quand même. On a toute la connectique en général derrière ces carters, donc c'est des zones un peu sensibles, mais effectivement, c'est souvent une source de contamination. Et J'ai je vu voulais qu'il restait. simplement Oui, ouais, vas-y, vas-y. rajouter quelque chose par rapport au biofilm. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un biofilm se crée entre 12 et 24 heures. Donc, ça va assez vite. Et donc, Ouais. effectivement, si on a des fréquences de nettoyage qui sont au-delà des 24 heures, on a automatiquement la présence de biofilm dans des zones peut-être non accessibles ou cachées, comme des carters, effectivement. Ouais, Et c'est souvent invisible, un biofilm, invisible à bien l'œil sûr. nu, contrairement à ce qu'on peut penser. J'ai vu qu'il restait à peine 5 minutes de temps. On peut peut-être prendre une dernière question et puis après, je pense qu'on va récupérer les questions et peut-être y répondre par la suite. Cyril? D'accord. Alors, il y a deux questions qui se regroupent. De Sofiane Méziani, constate-t-on l'émergence de nouveaux risques? Et de Philippe Diel, quels sont les enjeux pour les années à venir? Ah, l'émergence de nouveaux risques. Et les Euh, enjeux, Philippe Diel, quels sont les enjeux pour les années à venir? Alors, je sais pas, les nouveaux. Mathieu, peut-être. Ouais. Ouais. Les nouveaux risques, enfin, je pense que tu en as parlé un peu tout à l'heure avec les risques avec les PFAS notamment, puisque là, c'est vrai que c'est au cœur de l'actualité réglementaire. Euh, voilà, après, après je vois pas d'autres gros risques émergents à l'heure actuelle. Alors, ce qu'on voit quand même, c'est que l'évolution en fait de la demande du consommateur, qui est d'avoir des produits de plus en plus sains, avec moins d'additifs, de sécurité, moins de produits salés, moins de produits sucrés, etc., font qu'on a des produits qui sont maintenant beaucoup plus sains, effectivement, pour le consommateur, mais beaucoup plus fragiles. Et on a une évolution en fait des contaminations régulières sur les produits parce que justement, bah, ils sont plus fragiles, tout simplement. Donc ça, c'est une évolution, mais qu'on va réussir à maîtriser. Il faut simplement un peu modifier notre façon de travailler. Et effectivement, l'EPIFAS, ça va être un vrai enjeu là, pour les mois et les années à venir, parce que on ne sait pas si on va réussir à trouver, je prends un exemple sur les élastomères, hein, sur les joints. On va remplacer des FFKM, par exemple, peut-être par du silicone. Et le problème, bah, c'est que les silicones vont moins bien résister au nettoyage et à la production. Et donc, il faudra les changer plus souvent. Et il y a des risques peut-être d'accroche bactérienne plus importants. Donc, effectivement, bah, ça va être des enjeux dans l'avenir qui vont être importants. Donc, comment on va les gérer? Bah, on est encore dans la réflexion, on va dire. Il y a un risque qu'on a identifié aussi qui est peut-être un peu plus insidieux et qui a peut-être un impact moins direct. Mais on a des usines qui sont de plus en plus automatisées, de plus en plus gérées par des ordinateurs. Et un des risques qui est très très craint par les industriels aujourd'hui, c'est la cyberattaque. Parce qu'en cas de cyberattaque, effectivement, bah, il y a beaucoup de machines qui vont s'arrêter et qui vont être difficiles à remettre en marche et donc potentiellement qui vont se recontaminer et créer des problèmes de production en termes de sécurité sanitaire. Oui, tout à fait. Hmm. Cyril, on en est où? Il y a encore quelques questions, mais je vous propose Oui, d'y répondre hors webinaire, comme ça nous permet de respecter le l'heure timing. ouais, le timing. Merci beaucoup à tous. Je te laisse conclure, Philippe. Oui, oui, bah, je vais essayer de repartager l'écran. Alors, c'est celui-là. Non, c'est pas bon. J'ai un opérateur de secours là, qui vient pour partager l'écran final. Écoutez, merci beaucoup à tous les participants qui ont suivi ce webinaire. J'espère que vous y avez trouvé un intérêt et que vous avez pu avoir des éléments nouveaux qui sont intervenus et que vous avez pu avoir réponse à vos questions. Les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, bah, on y répondra individuellement à chacun d'entre vous. Merci beaucoup à Mathieu et Erwan pour leur participation particulièrement imagée et intéressante de ce qu'est la sécurité sanitaire
des aliments, de la production, à la fois d'un point de vue externe, auditeur, formateur et travaillant sur sur la nettoyabilité des équipements, je vais y arriver, et puis à la fois d'un point de vue industriel. J'ai pour ma part essayé de donner un avis sur et une position en termes de prestataire de nettoyage. Donc je vous remercie tous vivement. Euh, Est-ce qu'on peut... On va essayer, on va... Le chat, le webinaire sera disponible sur YouTube d'ici peu. Donc, vous pourrez l'avoir en podcast sans problème. Et vous pouvez bien entendu contacter les 3 intervenants qui ont participé activement et de manière très imagée à ce webinaire. Leurs coordonnées, nos coordonnées sont disponibles pour tout un chacun. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Pardon. Oui, nous pourrons également vous transmettre la présentation pour ceux qui seraient intéressés. Pour ça, mais faites-nous passer un mail et on vous l'enverra. Merci beaucoup, Erwan, Mathieu, si vous voulez rajouter De un rien, petit mot. merci. Mathieu? Non, c'est bon pour moi. Ça va? Bah écoute, non, merci de nous avoir invités aussi. Et c'est important de bien voir qu'il y a un vrai partenariat aussi entre un prestataire, un industriel aussi, hein, dans la maîtrise sanitaire. Parce que c'est aussi l'enjeu qui est important, c'est de travailler en partenariat. C'est le maître mot et c'est le mot de la fin. Merci à vous. Au Merci. revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.